8h46, bienvenue. Marlène Schiappa est avec nous ce matin, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et chargée de la citoyenneté. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Violence aux femmes. Alors, vous ne portez pas le masque. Et puis alors, comme il y a le port du masque... il y a un purificateur d'air dans le studio. Il y a un purificateur d'air dans le studio. Je le dis effectivement pas dans... Voilà, c'est ça, nous avons innové. Alors, violence aux femmes, Covid, campagne électorale, autant de questions que nous allons aborder. Commençons tout de même par le reportage d'Envoyé spécial où plusieurs femmes accusent Nicolas Hulot de viol, d'agression sexuelle, des faits prescrits. Vous êtes cité dans ce reportage pour le soutien que vous lui aviez apporté en 2018, alors qu'il y avait des soupçons. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ces propos, cette tribune dans le journal du dimanche? Alors, plusieurs choses. D'abord, on parle de deux situations qui sont différentes. Je n'ai pas regardé Envoyé spécial, je suis en train de travailler, mais j'ai vu bien évidemment les comptes rendus qui en ont été faits. À l'époque, on parlait d'une femme qui ne voulait pas parler de la plainte pour viol qu'elle avait déposée, qui a dit « je ne veux pas qu'on donne mon nom ». Et moi, je respecte toujours la parole des femmes quand elles veulent en parler, mais aussi quand elles disent « je ne veux pas qu'on jette mon nom en pâture », d'une part. D'autre part, à l'époque, on avait des éléments de la justice sur cette affaire. Ça a été, m'a-t-on dit, mentionné hier, notamment le procureur qui disait que les faits n'étaient pas établis, etc. Et surtout, important, ce que j'ai soutenu, ce n'est pas Nicolas Hulot, c'est l'état de droit. Ce que j'ai dit à l'époque et ce que je dis encore aujourd'hui, c'est qu'il me semble fondamental que la justice se rende dans les tribunaux. Donc moi, j'adresse un soutien à toutes les femmes qui ont vécu des viols, des harcèlements sexuels. C'est le sens de tout le combat que je mène depuis l'adolescence, depuis bien avant MeToo, et ici au gouvernement pour ouvrir les dispositifs et que des plaintes puissent être déposées. Donc s'il y a des éléments et des témoignages, et manifestement il y a plusieurs témoignages, je souhaite que la justice puisse s'en saisir. Alors c'est ça. Aujourd'hui, vous estimez que le parquet devrait en fait ouvrir une enquête pour vérifier ça, si les faits sont prescrits. Alors la justice est indépendante. Vous savez que le pouvoir exécutif ne peut pas donner d'ordre, mais bien évidemment, je pense qu'on ne peut pas être dans un. En fait, je ne suis je n'ai pas d'éléments. On parle de choses qui se sont passées il y a 30 ans. Vous n'avez 25 ans, 25 ans. Enfin, ouais. mais même si ça s'était passé l'année dernière, au demeurant, vous parliez de la question de la prescription. Moi, je veux rappeler que seul un juge est fondé à dire si oui ou non des faits sont prescrits. Ça me semble important parce que dans l'enquête, dans le cas à Saint-Malo, c'était ambigu. Le communiqué, on l'a vu du procureur hier soir, est ambigu. Comme je vous ai dit, moi, je ne dispose pas d'éléments autres que comme le tout venant de ce qui se dit à la télé ou à la radio. Mais je veux rappeler, donc je n'ai pas de date, mais je veux rappeler que seul le juge peut dire si oui ou non c'est prescrit. Pourquoi? D'abord parce qu'on nous dit qu'il y aurait d'autres témoignages. S'il y a d'autres témoignages, je ne sais pas à quelle date ils font référence, donc peut-être qu'ils ne sont pas prescrits, première chose. Deuxième chose, nous avons fait avancer les lois sur la prescription. Avec le président de la République, nous avons étendu à plus de 10 ans la prescription sur les crimes sexuels sur mineurs. Maintenant, une femme, un homme aussi au demeurant, a jusqu'à 30 ans après sa majorité pour déposer plainte. C'est important de le rappeler. Oui, c'est ça. Sandrine Rousseau, qui était juste avant vous ici, dit, elle pense qu'il y a sans doute d'autres femmes pour des faits plus récents, pas sans remonter à 20 ans, 30 ans. Quoi. Donc il est important que la lumière soit faite. Mais je veux être très clair par rapport à ça. Soit des gens ont des éléments et ont connaissance du fait que des viols ont été commis. Un viol, c'est un crime, je le rappelle, au sens du code pénal. Si des personnes ont connaissance du fait qu'un crime ait été commis, il faut dénoncer cela. S'ils ont des éléments, s'ils sont témoins de ce qui s'est passé, s'ils ont recueilli des confidences directes d'une personne, il faut qu'ils puissent saisir la police et la gendarmerie. Et je veux dire que nous avons créé à cet effet une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr qui permet aux personnes, y compris qui seraient témoins, de saisir la justice. Mais si on n'a pas d'éléments, ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'on ne peut pas être dans ce... donc il faut de la prudence, quoi, en fait. Il ne faut pas de la prudence, il faut de la justice. Oui, mais et de la prudence aussi parfois dans les mots, tels que vous aviez dit, c'est un homme charmant, respectueux, en fait, à l'époque. C'est pas ce que j'avais dit, je vous rappelle ma tribune. Dans la tribune, si. Pardon, je sais ce que j'ai écrit. Vous l'avez, et je commence de façon ironique cette tribune en disant, voilà, je vais dire tout ce qu'on dit habituellement pour dédouaner, entre guillemets, les personnes qui sont accusées de viol. On dit c'est un homme charmant, on dit il mène un combat important pour la planète. On m'a dit d'ailleurs que l'une des femmes qui avait témoigné hier avait dit cela aussi, avait commencé par dire c'est un homme qui mène un combat important pour la planète, et aussi c'est pourquoi il est difficile pour moi, etc. Donc c'est ça les mots, vous pouvez oui, c'est ça. Non mais bien sûr, c'est ce que vous dites. Je pourrais ajouter, je pourrais dire, c'est ce que vous disiez. Exactement. Et après, je rappelle justement que quand une femme dit moi je veux pas parler de ce que j'ai vécu, je crois qu'il faut le respecter. Et c'était ce qui était dit à l'époque. Moi je vais vous dire, j'ai vécu dans ma vie, comme beaucoup de femmes, des violences sexuelles, des choses difficiles dont je n'ai pas envie de parler. Et je n'aimerais pas avoir un jour un article avec mon nom racontant ce que j'ai pu vivre par le menu et le trouver contre mon gré, ou trouver des éléments de plainte que j'ai pu déposer dans la presse contre mon gré. C'est la parole des femmes aussi, c'est vouloir en parler publiquement si on le souhaite.
Et si on ne veut pas en parler publiquement, mais simplement le réserver pour la justice, en avoir le droit aussi. Oui. Qu'est-ce que vous répondez aux féministes et notamment Sandrine Rousseau? Je la recite une deuxième fois, mais elle était là. C'est Radio Sandrine Rousseau ici. Oui, non, mais parce qu'elle a manifesté. Est-ce qu'on va hier parler soir. foie gras? Non, oui, on va en parler. Elle a réclamé de nouveau la démission de votre collègue Gérald Darmanin hier avec cette pancarte pour l'affaire de suspicion justement aussi d'agression. Il y avait l'affaire de suspicion là aussi, pardon, mais la justice. Il y a eu une enquête. Il y a eu à 3 reprises la justice s'est prononcée et à 3 reprises la justice a déclaré un non-lieu. Donc à un moment on peut considérer qu'on abolit les tribunaux et qu'on abolit la justice et qu'en fait chacun se fait son propre avis et condamne au vote à main levée sur les plateaux de télévision telle ou telle personne. En ce qui concerne Gérald Darmanin, il y a eu 3 non-lieux et donc la justice là s'est prononcée et a dit que eh bien il y avait des non-lieux et que cette affaire était classée. Donc là aussi, je veux dire, si pour tout sujet, quand quelqu'un a des éléments, il doit saisir la justice et c'est tout, c'est la justice qui se prononce. Ouais. Vous dites que nous vivons une transition féministe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience sur un certain nombre de sujets. On parlait des violences sexuelles. Il y a quelques années, il n'y aurait pas eu, par exemple, de reportage en prime time sur des femmes qui parlent de violences sexuelles vis-à-vis d'une personne qui est connue. L'affaire DSK, par exemple, ça a duré des dizaines d'années avec des personnes du Parti Socialiste qui disent aujourd'hui, j'étais au courant, je n'ai rien dit, etc. Aujourd'hui, ça se fait. Et donc, je crois qu'il y a cette prise de conscience vis-à-vis des violences que vivent les femmes. Avec le Grenelle des violences conjugales, on a fait en sorte de contribuer à lever ce tabou. Avant, c'était dans les faits divers. Maintenant, quand il y a un féminicide, c'est un sujet de société, c'est un sujet politique. Donc il y a une prise de conscience. Néanmoins, cette prise de conscience, elle n'amène pas à une révolution immédiate. Il n'y a toujours pas d'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. Les violences conjugales aujourd'hui, dans les recrutements, il y a beaucoup plus une égalité en fait de salaire. Alors, après, il n'y a pas plus une égalité, il y a moins d'inégalité. Non, mais c'est dans le déroulement des carrières. C'est dans le déroulement des carrières et puis avec le passif que nous avons quand même, Marlène Schiappa. Il y a 2 chiffres. Il y a un premier chiffre de 27% d'écart de salaire au global, si on prend toutes les femmes du pays, tous les hommes du pays. Et là, vous avez raison de le rappeler. C'est parce qu'il y a des temps partiels, il y a des déroulés de carrière, etc. Il y a un plafond de mer qui freine la maternité, freine la carrière des femmes. Plafond de mer, c'est le titre d'un livre que j'ai écrit sur le fait qu'il y a des années, sur le fait que la maternité freine la carrière des femmes. Et puis, il y a quand même ces 9%, d'après les études, d'écart de salaire inexpliqué entre les femmes et les hommes, à poste égal, à compétence égale, à diplôme égal. Oui, alors il y a certains spécialistes qui disent, parce qu'il y a eu le bracelet, etc., il y a eu déjà un certain nombre de mesures, un accès plus favorisé aux logements sociaux pour certaines femmes, mais il y en a certains, par exemple, qui disent pourquoi ne pas prioriser, par exemple, l'éloignement du conjoint violent aussi. Mais c'est vrai. Aller jusque-là. Mais ceux qui disent ça ont raison, et d'ailleurs la loi le dit. La loi dit qu'il faut prioriser l'éviction du conjoint violent, mais pour cela, il faut une décision de justice. Et donc, moi, ce que je me suis attachée à faire à ce sujet avec l'ensemble du gouvernement, et notamment le ministère du Logement, ma collègue Emmanuelle Vargon, et avant mon collègue Julien Normandie, c'est de faire en sorte que entre maintenant et l'éviction du conjoint violent, les femmes aient des solutions. Soit dans les places d'hébergement d'urgence, soit surtout on a créé un dispositif qui n'est pas beaucoup connu, avec Action Logement et le dispositif Visal. Vous donnez la copie de votre plainte pour violence conjugale et l'État, via Action Logement, se porte garant pour que vous puissiez louer un nouveau logement si vous le souhaitez. Oui, il y a aussi une expérimentation qui est lancée, je crois c'est à Bordeaux également. Alors ça vient de ce qui a été fait, je vois de quoi vous parlez, c'est pour ça que je me permets de répondre. Allez-y. Ça vient de ce qui a été fait à Arras, vous parlez j'imagine du centre pour les conjoints violents. Voilà, donc à Arras en fait, Luc Frémiot, ancien procureur, avait mis en place ce centre et à l'époque du Grenelle des violences conjugales, il nous avait dit, d'ailleurs il était venu je crois sur votre plateau, il nous avait dit, vous savez ce Grenelle des violences conjugales, il marchera pas si on change pas de paradigme et si on prend pas enfin en compte la question du traitement des hommes auteurs de violences. Et donc à Arras, il y a ce centre, il a fait baisser la récidive et donc on a décidé avec ma collègue Elisabeth Moreno et d'autres d'ouvrir partout en France des centres de ce type. Alors, à Bordeaux, la députée Bérengère Couillard. Oui, et à Bordeaux, le département de la Gironde va même plus loin avec un tribunal expérimental également. Alors ça, si je ne m'abuse, c'est un souhait du conseil départemental effectivement de Gironde d'avoir un tribunal expérimental. Est-ce que ça, vous pourriez l'étendre par ailleurs, quoi ? Alors, on avait beaucoup étudié la question au moment du Grenelle des violences conjugales et ce que nous disaient les experts du monde de la justice, ce n'est pas mon cas, mais j'écoute ce qu'ils nous disaient, ils nous disaient que pour eux, ça allongerait les délais parce que ça veut dire que vous n'aurez pas une juridiction spécialisée par département et que donc il n'y en aurait que quelques-unes en France et que ça pourrait créer des inégalités territoriales. C'est ce qu'ils nous disaient à l'époque. Ça ne veut pas dire que dans les années à venir, on n'ira pas vers ce schéma-là. Oui, un mot aussi sur l'actualité. Ce matin, on a appris que Gérald Darmanin a annulé son déplacement parce
parce que avec son homologue britannique, parce qu'il y a des tensions en fait, et notamment la lettre de Boris Johnson sur les migrants. Là, on est à un point quand même de crispation très fort avec les Britanniques. Mais ce qui s'est produit les dernières heures est assez indigne. Vous avez Boris Johnson qui d'abord, sur le contenu, sur le fond et la forme, c'est indigne. Sur le fond, vous avez un courrier écrit au président de la République Emmanuel Macron en disant « Reprenez les migrants qui traversent la Manche ». Ce ne sont pas des colis, ce sont des personnes. On peut parler de politique migratoire sans aucun tabou, mais enfin dans le respect de chacun, me semble-t-il. Et puis sans sommer la France de cette manière. Et puis par ailleurs, qui a rendu public, sur la forme, qui a rendu public cette lettre. Rendre public des courriers entre chefs d'État, donc il y a une volonté de provocation, quoi, en quelque sorte. Écoutez, en tout cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, effectivement, fait savoir à son homologue britannique qu'il ne souhaitait plus la convier, en lui disant qu'il était sûr qu'elle comprendrait ses raisons, mais qu'il ne souhaitait plus la convier à la rencontre qui était prévue. Tension, d'autant qu'il y a le conflit aussi de la pêche, donc tension avec les Britanniques. Oui, mais écoutez, le Royaume-Uni a souhaité sortir de l'Union européenne, et depuis, on voit bien à quel point les problèmes se multiplient entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. Oui. C'est à se demander quel est leur souhait réel à cet égard. Oui, un mot du Covid, Marlène Schiappa. Vous êtes inscrit pour la 3e dose ou pas? Vous allez la faire ou... Alors, je me suis renseignée, mais on m'a dit non parce que j'étais trop jeune à l'époque. Et maintenant, c'est ouvert. Et donc, oui, je ferai mon rappel quand j'aurai 6 mois d'écart avec le dernier vaccin. Bon, oui. il faut vous y prendre à l'avance parce que vous avez vu, en fait, il y a des embouteillages sur Doctolib. Donc, il faut mettre les centres de vaccination. Vous allez remettre en place beaucoup de centres de vaccination. Écoutez, j'étais au centre SOS Médecins dans le 17e à Paris avec le député Stanislas Guérini il y a quelques jours. Et effectivement, on nous disait, et le maire de l'arrondissement nous disait aussi que jusqu'à fin décembre, les rendez-vous étaient complets. Néanmoins, je rappelle que dans les pharmacies, on peut également avoir son rappel. Et je pense qu'il est important de prendre le rendez-vous maintenant, même si c'est un rendez-vous pour fin décembre. Ouais, et puisque vous l'avez évoqué, Marlène Schiappa, vous allez manger du foie gras à Noël ou pas? Écoutez, moi je suis attachée à la liberté. Je pense que c'est important que les gens qui sont véganes et qui n'ont pas envie de manger de foie gras ou qui sont anti-foie gras puissent ne pas en manger. Et je pense que les gens qui apprécient un petit foie gras avec une petite confiture de figue sur un toast chaud puissent apprécier aussi leur foie gras. Donc vous n'êtes pas contre, quoi? Non, mais je dis ça parce que évidemment c'est la mairie de Strasbourg où on a décidé de ne plus mettre ça à l'ordre du jour. Après avoir voulu interdire Noël l'année dernière, maintenant on interdit le foie gras. Voilà. Bon, donc vous mangerez du foie gras. Je servirai du foie gras et si j'ai envie de manger du foie gras, je mangerai du foie gras. Oui. Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargée de la citoyenneté, était l'invitée ce matin de Sud Radio.